C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, Ok, parfait. Est-ce que vous voyez aussi mon écran oui, et la présentation? Parfait. Eh bien, je vais pouvoir commencer. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Donc, je vais en effet commencer par présenter de manière assez résumée les principaux résultats de la thèse que j'ai pu écrire donc, sur les transports face au défi de la transition énergétique. Donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, ici, c'est une première slide pour montrer à la fois les émissions passées qu'il y a pu y avoir en France. Donc ici, la courbe de toutes les émissions de CO2 de l'ensemble de l'économie depuis 1960. Ici, l'ensemble des gaz à effet de serre depuis 1990. Et puis la part qui est relative au transport aujourd'hui, qui a augmenté sur les dernières décennies pour représenter à peu près 30% du total aujourd'hui, en sachant qu'à peu près les 2 tiers de ces 30%, donc à peu près 20%, sont plutôt sur le transport de voyageurs, et puis donc à peu près 10% des émissions nationales qui sont liées au transport de marchandises. Ensuite, pour présenter un peu quel est l'objectif qu'on a aujourd'hui à 2050, donc l'objectif de neutralité carbone, il est important de regarder au-delà des émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les émissions négatives. Et donc, ça nous donne, quand on additionne les deux, des émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc, les émissions négatives, aujourd'hui, on a plutôt la forêt qui a tendance à capter des émissions de CO2. Et c'est cette courbe orange des émissions nettes de gaz à effet de serre qu'il faut ramener environ à zéro d'ici 2050. Et ça implique notamment une division par quasiment par 5 à 6, en gros, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui. Et puis sur le secteur des transports, ça demande aussi une contribution très forte, puisque en gros le secteur des transports est quasiment décarboné en 2050 dans la stratégie nationale bas carbone, donc, qui précise la déclinaison de l'objectif de neutralité carbone par secteur. Une autre manière de présenter les émissions des transports, donc de manière un peu plus zoomée, ça, ce sont les émissions passées des transports de 1960 jusqu'à 2018 ou 2019 sur cette figure-là. Et je reviendrai sur les trajectoires d'émissions passées à la fois pour les voyageurs et les marchandises pour essayer d'expliquer à quels facteurs on peut accorder cette évolution des émissions de gaz à effet de serre par le passé. Et ce qu'on voit avec l'objectif donc, de neutralité carbone, l'objectif climatique, c'est qu'on a une rupture très forte qui est prévue dans les émissions aussi bien à relativement court terme qu'à plus long terme. Donc, comme je le disais, des émissions quasiment nulles en émissions directes, donc les émissions de combustion des carburants. Donc, ça veut dire que quasiment tous les transports, notamment tous les transports terrestres, ne consomment plus du tout de pétrole en 2050. Il reste seulement du pétrole en partie dans les transports maritimes et aériens. Alors, sur la problématique du coup de la thèse, c'était justement d'essayer de comprendre comment aligner le secteur des transports sur cet objectif de neutralité carbone en France à l'horizon 2050. Et le prisme qui est pris dans cette analyse pour regarder les trajectoires d'évolution des émissions de CO2, c'est de reprendre une décomposition de l'évolution des émissions de CO2 avec les 5 leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone comme des leviers qui permettent de réduire les émissions de CO2 des transports. Donc, le premier de ces leviers, c'est la demande de transport, où c'est aussi les kilomètres qui sont parcourus par les voyageurs au cours d'une année, où c'est le volume de tonnes kilomètres transportés pour les marchandises. Donc, le premier de ces leviers, c'est la modération de cette demande de transport, soit via des actions sur l'aménagement du territoire, sur les comportements de mobilité, qui permettent du coup de réduire les distances parcourues. Le deuxième levier, ça va être le levier de report modal, donc passer à des modes de transport moins consommateurs d'énergie, moins émetteurs. Donc, c'est notamment les transports en commun ou les modes actifs, la marche et le vélo pour les voyageurs, ou encore le ferroviaire ou le fluvial pour le transport de marchandises. Le troisième levier, ça va être celui dit de taux de remplissage des véhicules. Il est mesuré ici en nombre de tonnes transportées pour les véhicules de marchandises ou en nombre de passagers pour les véhicules en tant que voyageurs. Donc, c'est notamment le levier du covoiturage pour la mobilité des voyageurs. Ensuite, le quatrième levier, c'est celui d'efficacité énergétique des véhicules, donc mesuré en consommation d'énergie par kilomètre parcouru par ces véhicules. Donc, il y a à la fois des leviers technologiques comme l'amélioration des moteurs thermiques ou encore l'électrification des véhicules qui permet
aussi d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Puis il peut y avoir des leviers aussi plus de sobriété, tels que la baisse du poids, la baisse de vitesse sur les routes, qui peut aussi améliorer cette efficacité. Et puis enfin, le dernier levier, c'est celui d'intensité carbone ou de décarbonation de l'énergie. Donc, c'est de passer du pétrole, qui aujourd'hui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur, à d'autres énergies moins carbonées, donc que ce soit à la fois l'énergie, voilà, les vecteurs électriques, hydrogène, au gaz ou les biocarburants pour les carburants liquides, donc à condition bien sûr que toutes ces énergies-là soient produites de manière durable. Et puis l'avantage avec ces 5 leviers, c'est qu'en fait on peut les mettre en équation un peu du type identité de Kaya, si ça vous parle, et du coup de suivre l'évolution des émissions de CO2 du secteur des transports au cours du temps, au regard de la contribution relative de ces 5 différents leviers. Donc sur le plan de la thèse, qui reprend un peu les différents termes qu'il y a aussi dans le sous-titre, ces 5 leviers ils sont étudiés à la fois sur le passé, donc depuis 1960, ça c'est le premier point sur lequel je vais revenir, aussi sur leur trajectoire possible à l'avenir et leur contribution à l'objectif de neutralité carbone, donc d'ici 2050, en comparant des scénarios de prospective qui ont été publiés sur la France. Aussi, l'intérêt, c'est de regarder sur ces 5 leviers, quels sont les moyens à disposition donc, pour réduire les émissions. Donc, ces 5 leviers, on peut aussi regarder sous un prisme de leviers plus technologiques ou certains autres plus de sobriété. Et puis enfin, une analyse sur la vitesse des mobilités que je présenterai aussi rapidement sur voilà, cette question entre accélération et ralentissement de nos mobilités. S'il y a des questions de compréhension au fur et à mesure de la présentation et que vous voulez les relayer et me les poser au fur et à mesure, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas. Donc, premier point, c'est comment expliquer l'évolution passée des émissions, donc avec une décomposition sur la période 1960 à 2017. Donc, je vais présenter dans un premier temps les résultats sur les émissions des voyageurs, de la mobilité des voyageurs. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à une base 1 en 1960, c'est que les émissions de CO2 ont été multipliées par 4,2. Et après, on peut voir l'importance relative des 5 différents leviers. Le premier levier de la demande de transport a participé de manière majeure à la hausse des émissions, puisque cette demande a augmenté de 4,7 sur l'ensemble de la période. Si on décompose encore une fois cette demande, on peut y voir un effet population qui a augmenté de 43%, mais surtout un effet de hausse des kilomètres parcourus par personne, puisque ceux-ci ont été multipliés par 3,3 sur l'ensemble de la période, avec, on le voit, plutôt une stagnation depuis le début des années 2000, et ça, on y reviendra sur la partie vitesse des mobilités. Ce que nous indique aussi le fait que ces deux courbes restent très proches sur l'ensemble de la période, c'est que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru ont très peu baissé jusqu'à maintenant. Donc, si on trace la courbe, les émissions de CO2 ont baissé sur l'ensemble de la période seulement de 12%. Et ça, c'est dû au fait que les 4 autres leviers de la décomposition se sont principalement compensés entre eux. Donc, pour revenir sur ces 4 autres leviers et leur contribution à l'évolution des émissions de CO2, on a tout d'abord le levier du report modal qui a un facteur de 1,22. Donc, ça veut dire que le report modal a bien effet à la hausse sur les émissions de CO2 de l'ordre de plus de 22%. Et ça, c'est essentiellement dû au fait que départ modal, qu'il y a eu un report modal, notamment depuis la marche à pied vers la voiture sur le début de la période. Ensuite, le deuxième levier, c'est celui du remplissage des véhicules qui a contribué à la hausse parce que le remplissage moyen des véhicules a baissé sur la période. C'est-à-dire qu'on est moins nombreux en moyenne, notamment par voiture aujourd'hui, qu'on pouvait l'être par le passé. Sinon, sur les autres modes de transport, le remplissage a plutôt eu tendance à augmenter. Et enfin, les deux derniers leviers, eux, ont contribué à la baisse des émissions. Donc, tout d'abord, l'efficacité énergétique des véhicules qui s'est améliorée de manière régulière sur l'ensemble de la période, donc moins 37% en termes d'impact sur les émissions. Et puis enfin, le levier d'intensité carbone de l'énergie qui s'est amélioré, mais de manière plus faible, donc moins 10%. Et ce progrès, on peut le voir essentiellement au moment du développement des biocarburants, qui en réalité, quand on les regarde en analyse de cycle de vie plus globale de leur production, ne sont pas vraiment moins émetteurs que le pétrole. Et du coup, si on choisissait, plutôt que la convention de neutralité carbone de ces biocarburants, de compter aussi les émissions de la combustion de ces biocarburants, on aurait cette courbe où on voit que les émissions de CO2 sont relativement stables depuis le début des années 2000 et que le découplage entre la demande de transport et les émissions de CO2 est encore plus faible sur l'ensemble de la période.
Maintenant, pour le transport de marchandises, la même analyse, peut-être en version un petit peu plus rapide. Donc, sur l'ensemble de la période, les émissions ont été multipliées par 3,3, donc un petit peu plus faible que pour le transport de voyageurs. De nouveau, on retrouve une proximité extrêmement forte avec la demande de transport multipliée par 3,4, qui a subi beaucoup plus fortement que pour les voyageurs les différentes crises qu'il y a pu y avoir. On voit en particulier les deux crises pétrolières des années 70. Et puis, on voit très fortement aussi la crise de 2008 qui a fait chuter la demande et du coup chuter aussi les émissions. À ce moment-là, on n'a pas retrouvé un niveau de demande ni un niveau d'émission d'ailleurs, les niveaux de demande et d'émission d'avant-crise. Depuis cette période-là. Et donc, comme les deux courbes sont de nouveau très proches, ça veut dire que les émissions de CO2 par tonne kilomètre ont peu évolué, les 4 autres leviers se sont beaucoup compensés entre eux, et cette fois-ci, c'est essentiellement le report modal qui a joué dans le mauvais sens, donc un report modal massif depuis le ferroviaire et le fluvial vers le routier. Le routier représentait 34% de part modale en 1960, aujourd'hui il est quasiment à 90%. Et dans le même temps, les 3 autres leviers, par contre, ont joué dans le bon sens, donc ont joué dans le sens de la baisse des émissions de CO2, en particulier une augmentation du remplissage moyen des véhicules, en particulier des poids lourds. Donc ça a pu limiter un petit peu les gains d'efficacité énergétique par kilomètre parcouru comparé aux voyageurs. Et puis l'intensité carbone de l'énergie s'est améliorée un petit peu plus aussi, un effet un peu plus élevé que sur les voyageurs, parce qu'il y avait la sortie du charbon au début de la période dans le ferroviaire, qui représentait une part plus importante des trafics pour les marchandises que pour les voyageurs. Donc, ce qu'on peut voir sur l'ensemble de la période, notamment, c'est que jusqu'ici, donc la demande a eu un impact majeur et que les politiques publiques environnementales aussi, qui ont surtout essayé de jouer sur les émissions de CO2 par kilomètre parcouru, ont eu des effets relativement faibles dans les trajectoires d'émissions passées. En tout cas, le pic qu'on a pu avoir sur les émissions de CO2 depuis le début des années 2000 est plutôt lié à des évolutions sur la demande de transport que sur les autres facteurs sur lesquels il y a eu moins de ruptures franches qui ont été observées. Maintenant, on peut regarder sur ces 5 différents leviers quelle est leur contribution possible à l'avenir, et notamment d'ici 2050, en comparant différents scénarios de prospective. Donc, je vais d'abord commencer par le scénario de la stratégie nationale bas carbone pour voir la contribution des différents leviers dans ce scénario, pour après comparer la SNBC avec d'autres scénarios qui existent en France. Donc, je vais illustrer ça par la mobilité des voyageurs, mais on retrouve des résultats relativement similaires sur les marchandises. Donc, sur la décomposition, cette fois-ci, c'est bien sûr entre 2015 et 2050. On a des émissions de CO2 par rapport à une base 1 en 2015 qui diminuent de 99%. Et ensuite, donc, on peut regarder l'importance relative des 5 leviers. Donc, le premier levier, c'est celui de la demande de transport. Donc, cette demande, elle augmente de l'ordre de 26% dans ce scénario, sous l'effet à la fois de la hausse de la population et pour autre moitié, en gros, lié à la hausse des kilomètres parcourus par habitant. Ensuite, le deuxième levier, ça va être celui du report modal, notamment vers le train et le vélo dans ce scénario, qui permet une baisse des émissions de l'ordre de 8%. Ensuite, le troisième levier permet une baisse des émissions relativement similaire, donc c'est le remplissage des véhicules, et notamment le développement du covoiturage, qui permet une baisse de l'ordre de 11% des émissions. Et puis enfin, les 2 derniers leviers qui sont les leviers les plus majeurs en termes de baisse d'émissions sont à la fois l'efficacité énergétique des véhicules, donc à la fois sur le début de la période, c'est surtout l'efficacité sur les véhicules thermiques via le renouvellement du parc qui permet les baisses d'émissions, et plus on va vers 2050, plus c'est via l'électrification du parc qui agit aussi sur l'intensité carbone de l'énergie, qui est l'autre levier majeur de la stratégie nationale bas carbone pour réduire les émissions. On peut voir aussi les différents résultats, l'importance des différents leviers de manière non pas multiplicative par rapport à une base 1 en 2015, mais de manière additive, donc plutôt en nombre de millions de tonnes en moins tous les 5 ans. Et on voit que sur le début de la période, c'est essentiellement sur l'efficacité énergétique que la stratégie reposait pour réduire les émissions. Et on a pris beaucoup de retard en fait sur ce levier-là d'efficacité énergétique. Donc hors effet Covid, bien sûr, où l'année 2020 sera très particulière et sûrement au-delà en termes de baisse d'émissions que les objectifs, on a pris du retard, en tout cas sur les premières années, sur ces objectifs-là, et on risque de louper les budgets carbone à court terme
sans rupture un peu plus forte sur d'autres facteurs qui pourraient éventuellement compenser ça. L'intérêt aussi de l'analyse, c'était de comparer ce scénario de la stratégie nationale bas carbone avec d'autres scénarios qui existent en France, dont 4 scénarios tendanciels. Je ne vais pas détailler cette figure, mais c'est plus pour montrer la méthodologie pour ce que je présenterai dans la slide suivante. Donc, il y a 4 scénarios tendanciels, donc avec des baisses d'émissions en noir qui sont moins élevées que par exemple pour les scénarios de la stratégie nationale bas carbone ou les scénarios qui tendent vers la neutralité carbone. Ensuite, on peut comparer ça, ces scénarios tendanciels avec la SNBC, et puis avec d'autres scénarios de transition énergétique qui sont volontaristes sur cette transition énergétique. Donc voilà, comme je le dis, je ne détaille pas à ce moment-là, mais je vais vous présenter un peu les grands éléments qu'on peut en tirer dans cette figure, où je mets pour chacun des 5 leviers à chaque fois le point de la stratégie nationale bas carbone, donc plus 26% par exemple sur la demande, la moyenne des 4 scénarios tendanciels que j'ai pu comparer, donc qui en moyenne sont à peu près une augmentation de plus 20% des émissions, et puis la moyenne des 4 scénarios qui sont les plus ambitieux, sans forcément prendre non plus le plus ambitieux, c'est la moyenne des 4 les plus ambitieux sur chaque facteur. Et donc on voit que là, la moyenne des 4 plus ambitieux est de l'ordre de moins 10% de demande de transport d'ici 2050 et donc en termes d'impact aussi sur les émissions de CO2. Donc on voit en tout cas que sur ce premier levier de modération de la demande de transport, la stratégie nationale bas carbone est assez peu ambitieuse dans le sens où le point est même un peu au-dessus de la moyenne des scénarios tendanciels que j'ai pu comparer dans les scénarios de prospective disponibles en France. Ensuite, sur les 2 leviers de report modal et de remplissage des véhicules, on est sur des ordres de grandeur assez similaires, donc de l'ordre de moins 20% pour les scénarios les plus ambitieux sur le report modal, moins 15% à peu près sur le remplissage, et très peu d'évolution globalement dans les scénarios tendanciels. Et on voit cette fois-ci que la stratégie nationale bas carbone est relativement intermédiaire entre les scénarios tendanciels et puis les scénarios les plus ambitieux. Et enfin, sur les deux derniers leviers, qui sont les 2 leviers majeurs de la stratégie nationale bas carbone, on voit que ce sont dans tous les cas des leviers assez majeurs, quels que soient les scénarios, mais que la stratégie nationale bas carbone est vraiment parmi les scénarios les plus ambitieux sur ces leviers-là. Finalement, ce qu'oblige un peu le fait qu'avec une ambition finalement plus modérée sur les 3 premiers leviers qui touchent davantage à la sobriété, au changement de comportement ou à l'aménagement du territoire, il y a un besoin de pousser bien plus fortement, en tout cas, des leviers qui sont plus technologiques, donc d'efficacité énergétique et d'intensité carbone de l'énergie. Voilà pour ces principaux éléments sur les scénarios de prospective. Et maintenant, je vais passer à quelques éléments aussi sur l'éclairage qu'on peut avoir par l'évolution des vitesses de déplacement, à la fois pour les trajectoires passées, notamment sur la demande de transport, mais aussi éventuellement sur certaines tendances qu'on pourrait avoir à l'avenir sur la question de la demande, mais aussi sur le lien entre vitesse et transition énergétique. Et le grand questionnement, c'est de se poser la question accélération au XXe siècle, ralentissement au XXIe, point d'interrogation, on verra, parce que donc, il y a certaines tendances qu'on a déjà pu voir, au tournant du millénaire et qui pourraient éventuellement se prolonger. La question de la vitesse, elle est interrogée notamment par rapport aux variables clés qu'on peut identifier sur les comportements de mobilité, notamment sur la demande de mobilité. La demande de mobilité, on peut la mesurer par plusieurs indicateurs, notamment on peut considérer soit au total, soit par mode de transport, quels sont les temps de transport des Français en moyenne en nombre d'heures de transport par jour et par personne. On peut aussi mesurer le nombre de trajets qui sont faits ou encore la demande de transport en kilomètres. Donc ça, c'est cette demande-là, c'est cette distance-là que j'utilisais dans les chapitres précédents pour parler de la demande de transport. Ce qu'on peut observer, ce qu'on a pu observer en tout cas sur les dernières décennies ou un peu des constantes de mobilité, c'est que les temps de transport sont relativement stables, même s'ils sont assez divers au sein de la population et qu'on a plutôt une légère tendance à la hausse sur les dernières décennies en France. On a des temps de transport par jour et par personne qui sont en moyenne relativement stables, autour d'1 heure par jour. Sur le nombre de trajets, on est à peu près stable aussi, à 3 à 4 déplacements par jour et par personne. Et ça nous indique, comme les deux sont relativement stables, qu'il y a aussi une relative stabilité des temps de transport par trajet, autour de 15-20 minutes par déplacement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour les différents modes de transport. En revanche, ce qu'on a pu observer sur la période, donc là, c'est une sorte d'illustration schématique depuis 1800,
Donc disons, depuis 2 siècles, au moment où on n'avait que la marche à pied, on se déplaçait 1 heure par jour à peu près, 3 à 4 déplacements, mais on faisait beaucoup moins de kilomètres. Et en l'occurrence, ces kilomètres parcourus, ils sont passés, disons, de à peu près 4 kilomètres à une cinquantaine de kilomètres aujourd'hui, donc multipliés par 10 à 12. Bon, il y a 2 siècles, on n'avait pas de mesure précise des kilomètres parcourus par les habitants. Et ça nous indique que comme les kilomètres parcourus ont décuplé alors que les temps de transport et le nombre de trajets par jour et par personne sont restés relativement stables, ça veut dire que d'un côté, la vitesse moyenne des déplacements a été multipliée par cet ordre de grandeur-là aussi, et que l'accès à des modes de transport plus rapides a permis aussi d'augmenter la distance moyenne des déplacements, et c'est là qu'on comprend mieux aussi via cette augmentation, en tout cas c'est notamment l'augmentation de la vitesse des déplacements qui a permis des dynamiques telles que celle de l'étalement urbain, ou encore des voyages à longue distance qui sont possibles que parce qu'on peut aller à très longue distance sur des trajets, des séjours assez courts, parce qu'on a des modes de transport rapides qui nous permettent de traverser soit la France ou voire même le monde dans des temps de transport relativement limités. Et à l'avenir, si jamais on voulait aller vers une modération de la demande de transport, ce schéma permet de regarder aussi sur quel type de levier on a envie d'agir, de quel levier on veut actionner. Est-ce que c'est réduire le nombre de trajets, par exemple, le télétravail, ça peut avoir ce type d'implication. Est-ce qu'on va aller vers, si on se reporte par exemple vers les modes actifs qui sont plus lents avec un ralentissement de la vitesse des déplacements, eh bien, ça pourrait entraîner à la baisse les kilomètres parcourus, à condition bien sûr aussi que l'aménagement du territoire s'adapte pour aller dans ce sens-là sans trop de conséquences négatives sur les temps de transport. Donc voilà un peu globalement les différents leviers sur la demande de mobilité. Ensuite, il y a eu une analyse donc, sur 1960 à 2017, un peu comme les différents leviers qu'il y avait tout à l'heure sur les émissions de CO2. Là, c'est de regarder 3 déterminants d'évolution de la vitesse moyenne des déplacements. Il y a un premier déterminant qui est celui appelé ici le report modal, mesuré en pourcentage des temps de transport au total. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en termes de temps de transport, la marche représentait encore 70% des temps de déplacement en 1960, donc beaucoup moins en pourcent des kilomètres parcourus, et qu'on a massivement fait du report modal de temps de transport en marche à pied vers des temps de transport en voiture. Et que ça s'est fait essentiellement sur les décennies 1960 et 70. Donc ça a eu un effet majeur d'accélération des mobilités, parce que si on fait 10 minutes de transport en voiture plutôt qu'en marche à pied, bien évidemment, on fait des distances bien plus élevées. L'autre effet d'accélération des mobilités, c'est un report qui est appelé d'infrastructure, c'est-à-dire le fait de se tourner de routes plutôt en milieu urbain et rural vers des temps de transport de plus en plus sur autoroute. Ici, ce sont les temps de transport en voiture qui aujourd'hui sont en gros à 25-30% des temps de transport qui sont faits sur autoroute, donc bien sûr à des vitesses bien plus élevées que s'ils étaient faits en milieu urbain ou rural. Et enfin, le dernier levier, le dernier déterminant que je cherchais un peu à isoler dans cette analyse, c'est de regarder la vitesse pratiquée sur les différents réseaux, les différents types d'infrastructures, avec ici un graphique avec une base 100 sur les vitesses pratiquées sur les réseaux routiers, où on voit qu'il y a eu une rupture, une inflexion assez majeure au début des années 2000, et en particulier à partir de 2003, et ça c'est dû au fait qu'à partir de 2003, on a la mise en place des radars automatiques sur les routes françaises, qui ont fait chuter les vitesses de l'ordre de 7 km/h à la fois sur les routes à 130, à 110 et à 90 km/h. Et que ça a eu un effet assez majeur quand même, étant donné des temps de transport très forts en voiture dans la mobilité, mais sur la vitesse moyenne des mobilités. Et donc, quand on fait une décomposition ici de l'évolution de la vitesse moyenne de la mobilité en France, y compris transport aérien international, sur la période, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation de la vitesse moyenne de l'ordre de 5 km/h tous les 5 ans, donc disons 1 km/h par an, sur les années 60-70, essentiellement via la diffusion des modes rapides, donc l'effet de report modal. Il y a eu un effet un peu moins élevé de diffusion des infrastructures rapides. Et puis l'effet dans les années 2000 du ralentissement sur les routes a été suffisant pour entraîner les vitesses moyennes des mobilités à la baisse sur cette période-là. Et donc, ce qu'on peut voir si on fait une rétrospective depuis 1960 jusqu'à 2017 de la vitesse moyenne des mobilités, ici, c'est uniquement sur le périmètre de la métropole, sans l'aérien international, on a eu un pic sur la vitesse moyenne des mobilités au début des années 2000.
Et on retrouve aussi ce pic et cette proximité entre les courbes de vitesse moyenne et de kilomètres parcourus. Aussi, donc, il y a eu également un pic à ce moment-là sur les kilomètres parcourus par personne en France. Donc, au même moment, donc les deux éléments ne sont pas forcément tout à fait indépendants. Donc, il y a pu avoir un effet de la baisse de la vitesse moyenne des déplacements à cette période-là sur les kilomètres parcourus. Et on voit aussi une proximité avec les émissions de CO2 de la mobilité par personne. Et ce qu'on peut regarder cette fois-ci, si on se projette un peu plus en prospective, où je vais montrer les résultats de la stratégie nationale bas carbone, sauf pour cette courbe où ce n'est pas vraiment un élément qui est renseigné par la stratégie nationale bas carbone. Mais si on considère que qu'à l'avenir, la vitesse moyenne de chaque mode de transport pris isolément, donc la voiture sur la longue distance, sur la courte distance, le vélo, la marche, etc., toutes ces vitesses-là ne vont pas vraiment évoluer. On aurait plutôt, au global, via l'effet de report modal, notamment vers les modes actifs, une tendance à un certain ralentissement, ou en tout cas une stagnation des vitesses moyennes des déplacements d'ici à 2050. Et ce qu'on voit dans le même temps, c'est que dans la stratégie, il y a une augmentation des kilomètres parcourus par personne. Donc, si ce scénario venait à se réaliser vraiment comme il est indiqué dans la stratégie, on aurait une hausse des temps de transport par personne. Donc ça, on peut à la fois le questionner vis-à-vis du fait que par le passé, ces temps de transport ont été relativement stables quand même, et aussi en termes de souhaitabilité aussi de ce type d'évolution, à passer toujours, plutôt une tendance à passer plus de temps dans les transports. Et puis l'autre découplage encore plus fort par rapport au passé sur la stratégie nationale bas carbone, c'est le découplage extrêmement marqué entre une demande qui continue ou qui reprend sa croissance, et puis des émissions de CO2 en très forte baisse. Il me reste 2 slides et je vais être assez rapide sur ces éléments-là, juste pour mettre un peu plus en contexte plus global, et ça on pourra peut-être y revenir dans les séances de questions, sur la méthodologie d'évaluation des 5 leviers pour regarder les choses de manière plus large. Donc là, on a regardé l'évaluation temporelle, à la fois les tendances passées, les potentiels futurs. Il faut regarder aussi l'analyse des émissions de manière plus large, donc à la fois prendre en compte les interactions qu'il peut y avoir entre les différents leviers. Il peut y avoir des effets rebonds quand on développe un levier par rapport à d'autres, ou il peut y avoir des interactions positives. L'une parmi d'autres, c'est quand on développe le vélo, on a plutôt tendance à favoriser des déplacements courts, à relocaliser son mode de vie pour pouvoir utiliser le vélo, par exemple, dans la majorité de ses déplacements. Un autre élément capital, surtout à l'avenir où de plus en plus les émissions directes seront faibles, voire nulles, mais où les impacts climatiques, les impacts en termes d'émissions des différentes technologies seront plutôt sur la production de l'énergie ou la production des véhicules, voire même sur la production des infrastructures. Les analyses en cycle de vie vont être de plus en plus importantes à prendre en compte pour juger la pertinence des différentes technologies. Et moi, jusqu'ici, j'avais essentiellement des analyses en émissions directes, donc ce qui ne permet pas de prendre en compte de manière plus globale les reports possibles d'émissions vers d'autres secteurs quand on regarde les choses en analyse de cycle de vie. Et ensuite, bien sûr, les coûts et bénéfices sociétaux qui sont à regarder, à la fois les impacts sur les autres externalités. Quelque chose d'intéressant à regarder sur ces externalités, c'est que a priori, les évolutions qui vont vers plus de sobriété ont plus de co-bénéfices en termes d'externalité des transports ou des consommations d'énergie par rapport aux évolutions technologiques qui peuvent avoir à la fois des externalités très positives et d'autres qui peuvent être plus négatives en termes d'autres impacts environnementaux ou de consommation de ressources. Et enfin, sur la facilité, les coûts de mise en œuvre, là, les différents freins à la transition vont être assez différents entre les évolutions de sobriété ou de technologie. Sur la technologie, ça va être plutôt des questions de rapidité de mise en œuvre des évolutions. On a vu sur l'intensité carbone que ça a une tendance à être très significative plutôt après 2030. Et puis des questions de coût de la transition. En général, on est sur des technologies qui peuvent être plus chères que les technologies au pétrole utilisées aujourd'hui. Et puis sur les évolutions de sobriété, on est plus sur des freins en termes d'acceptabilité, en termes de changement de comportement ou encore en termes d'impact sur l'emploi de certaines filières des transports. Sur les principaux enseignements, donc on a vu dans la figure précédente le lien historique très fort, en tout cas, entre la vitesse moyenne de déplacement, les distances parcourues et les émissions de CO2. On a vu qu'il y a eu un plafonnement de ces variables au début des années 2000, qui est notamment à mettre en lien avec une certaine saturation, un pic de la vitesse moyenne au début des années 2000, notamment le lien qu'il y a pu avoir avec les radars. Et puis un faible effet des politiques publiques environnementales, notamment qu'on peut relier au fait qu'il y a eu un faible découplage entre les émissions et les kilomètres parcourus. Il y a assez peu de rupture sur les quatre leviers que j'avais pu exposer.
et qu'à l'avenir, par contre, il y a un très fort découplage qui est prévu entre la demande et les émissions de CO2. C'est le cas notamment à court terme. Sur les 25 dernières années, on est à peu près à moins 0,5% par an d'émissions de CO2 par kilomètre. Et la stratégie nationale bas carbone prévoit que ce pourcentage passe à 3,8 sur 2015-2030, et on a plutôt déjà pris du retard sur les premières années, donc ça voudrait dire encore plus dans les 9 ans à venir. Et puis deux leviers majeurs dans la SNBC, mais dans tous les scénarios, l'efficacité énergétique et l'intensité carbone de l'énergie. Mais pour atteindre les découplages très forts qui sont prévus et les émissions, les baisses d'émissions très, très rapides prévues dans le scénario, il faudrait vraiment combiner les deux, donc technologie et sobriété, en sachant que la sobriété permettrait de diviser en gros par un facteur 2 les consommations d'énergie, donc de faciliter en retour la décarbonation de l'énergie par rapport à un scénario tendanciel. Et puis un certain nombre de mesures de transition énergétique, même si je n'ai pas tout détaillé, vont plutôt dans le sens d'un ralentissement des mobilités à l'avenir. Donc merci de votre attention, et puis je suis à votre écoute pour les questions qu'il pourrait y avoir maintenant ou peut-être